Bienvenue chez Bonjour Chérie sur RM.radio, une émission où la valeur principale est l'amour. Nous discutons ici de la séduction, de la vie à deux et nos mots d'ordre sont la beauté, la féminité et aujourd'hui c'est la danse. C'est toujours Olga avec vous, créatrice des cours en ligne de Bonjour Chérie, comment communiquer et comment séduire. Et je suis avec mon équipe Katia. Olga. Tekos qui est notre réalisateur et Arnaud qui arrive un petit peu en retard. Mais aujourd'hui, nous avons notre invitée qui est danseuse, chorégraphe, réalisatrice, coach, créatrice de sa propre compagnie de danse, ethno-ballet, Dana Moussa avec nous aujourd'hui. Bonjour Dana. Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de la danse. Parce que est-ce que la danse est une philosophie ? La danse, est-ce qu'elle rend une femme encore plus belle et révèle sa féminité? Et l'idée d'ethno-ballet, qu'est-ce que c'est en fait? On ne connaît pas ce mot et je pense que Dana, tu vas nous faire découvrir aujourd'hui. Mais d'abord, ma question, est-ce que la danse, c'est vraiment ton rêve d'enfance et ça fait depuis combien de temps tu danses dans ta vie? Alors, encore une fois, bonjour à tous, bonjour Olga et merci de ta invitation. Si on parle de danse, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais toute ma vie. Je pourrais même pas te dire exactement quand j'ai commencé. Je suis, je pense, vraiment née déjà en mouvement. Donc, je me souviens pas en fait exactement voilà, le moment. Ma mère m'a dit que déjà, dès que j'ai entendu la musique quand j'étais petite, je commençais à danser. Donc, déjà, donc, dans l'école maternelle, je faisais des petits concerts. Je me souviens de mon premier solo à 5 ans, c'était dans cette cigagne. Ah oui. Ouais, et j'adorais mettre les grandes jupes, très colorées, avec beaucoup de maquillage, pour être un peu la fille cigagne. Parce que toi, tu es d'origine de Kazakhstan. Exactement. Ouais. Je suis kazakh et kazakhstanaise. Ouais. Donc, pour moi, la danse, c'était quelque chose de naturel. Quelque chose qui n'est pas difficile, quelque chose que je ne pensais même pas apprendre. C'était tellement dans mon corps, dans mon quotidien. Je bougeais tout le temps, je gigotais, on peut dire, tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Donc, voilà, pour moi, c'était quelque chose d'absolument... Tu es vraiment née avec ce talent, cette envie de danser et tu t'es jamais imaginé faire autre chose dans la vie? C'est un peu pathétique de dire je suis née danseuse, voilà, j'essaie d'éviter, mais en fait, c'est vrai que même si j'évite, c'est un peu vrai. Pour moi, c'était juste quelque chose de très naturel, très spontané, je ne même pensais pas. C'est vrai qu'à l'âge de 11 ans, c'est la première fois quand je me suis posé cette question, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? C'était sûr que l'art, je voulais être artiste, je voulais créer quelque chose avec la danse, le mouvement, l'image. Le théâtre, tout ça, ça m'a beaucoup séduit. Et à partir de ce moment-là, ça commence à être un peu plus difficile parce que dans ma ville, il n'y avait pas d'école professionnelle. Il fallait aller à la capitale. Kazakhstan, c'est très grand, c'est 5 fois plus que la France. Et le capitale, c'est très loin parce que moi, j'étais à l'ouest du Kazakhstan, tout l'ouest. Donc, il fallait traverser tous les pays parce que notre capitale, à l'époque, c'était Almaty, c'était au sud. Et il n'y avait qu'une seule école professionnelle, donc évidemment ma mère elle était contre. Enfin, dans ma famille qui n'est pas artistique, c'était hors de question d'être artiste déjà. Donc voilà, c'était pas facile, donc, mais je me suis débrouillée quand même. Et puis, le rêve c'était plus fort. Oui. Parce que tu as dû traverser, comme déjà, oui, comme tu dis, tu étais à une petite ville où il n'y avait pas peut-être l'école de danse. Du coup, tu as commencé tes études dans la capitale du Kazakhstan et ensuite tu es venu à Paris, c'est ça? Oui, absolument. Donc, je faisais quand même, je fais une école dans ma ville d'abord, de danse amateur, on peut dire, mais j'ai terminé mon bac assez tôt, à l'âge de 15 ans. Donc, ça, à 15 ou 16, j'étais déjà à la capitale et je commençais mes études et j'ai surtout passé un casting pour un grand théâtre national à Almaty de danse. Et par miracle, je ne sais pas comment et pourquoi, j'étais prise tout de suite dans ce théâtre pour travailler. Je pense aussi par ton travail. Alors que je sais pas, en tout cas, je n'avais pas de formation professionnelle, mais j'étais prise tout de suite en tant que ballerine. C'était écrit, ballerine de première catégorie. Ah, bravo. C'était écrit dans mon livret de travail. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et ensuite, pourquoi la France? Pourquoi tu as décidé de continuer à Paris? Est-ce que c'est plus facile ici ou dans le monde artistique peut-être ou...
Parce que c'est la danse. La France, c'est la danse. La France, c'est la danse pour toi, d'accord. Parce qu'en fait, historiquement, le ballet déjà est né en France. Et c'est grâce à Louis XIV, le roi, qui a commencé le ballet. Et lui-même, il était danseur. Voilà, donc le ballet, c'est une tradition royale. Je ne sais pas si vous savez. Non, on ne savait pas. On découvre avec toi. Merci, raconte-nous tout. Avec plaisir. Donc, voilà, c'est une tradition royale et c'est né donc au XVIIe siècle en France grâce à Louis XIV. Après, évidemment, c'est parti un peu partout, enfin, surtout en Italie, c'est beaucoup développé en Angleterre et en Russie. Ah oui. La Russie est devenue vraiment un grand pays de ballet. Et après, évidemment, il y a la danse néoclassique qui est arrivée, la danse moderne, contemporaine, tout ça. Donc, il y a les États-Unis et tout. Plein d'autres pays qui ont commencé le développement de la danse. Mais voilà, c'est commencé en France. Et la France, c'était toujours pour moi le pays novatrice. Même la danse contemporaine s'est beaucoup développée ici. Par exemple, Duncan, Isadora Duncan, qui est danseuse américaine, mais elle est venue en France. Elle a vécu en France et elle est même décédée. Elle est ici en France, à Paris. Elle était... voilà, donc pour moi, Paris, évidemment, c'est une ville des artistes. Enfin, c'est pas nouveau. C'est un peu cliché de dire ça. Oui, mais bon, je pense quand même qu'il y a des possibilités et si tu aimes faire ce que tu fais et si tu es prêt à travailler, je pense qu'il y a comme des chances de réussir. Mais il y a toujours du travail derrière, j'imagine. Oui, absolument. Mais en fait, moi, c'était drôle. Après, j'ai fait mes études, mon travail au Kazakhstan, donc à l'âge de 21 ans, j'ai envoyé mes documents à 4 villes, Londres, Los Angeles, New York et Paris. Et pareil, j'étais prise partout. C'était une espèce de miracle. Et j'ai d'abord choisi New York. Ah oui. Parce qu'il y avait plusieurs personnes avec moi. Mais dans mon cœur, je voulais aller à Paris. Et aux dernières minutes, j'ai changé pour Paris. Donc, j'étais seule parce que pas mes amis, mais je veux dire, il y avait quelques personnes aussi de Kazakhstan. Ils ont parti quand même à New York. Et moi, toute seule, je suis venue à Paris parce que j'ai suivi mon cœur, encore une fois. D'accord. Mais tu es quand même resté fidèle à tes origines de Kazakhstan parce que tu as créé ton concept, ta compagnie de danse ethno-ballet. Si je comprends bien, c'est le mélange entre la danse classique et la danse sacrée des peuples nomades d'Asie. Explique-nous qu'est-ce que c'est, parce que nous, on ne connaît pas vraiment ethno-ballet. C'est nouveau, c'est tout nouveau. Alors, je vous explique, avec plaisir. C'est pas tout à fait ça, Olga. En fait, je m'inspire évidemment de mes racines, comme tout le monde, parce que, voilà, on connaît que ces racines. Après, avec les livres, j'ai beaucoup étudié l'histoire mondiale, on peut dire, de l'humanité, de l'art, de la danse. Et ethno-ballet, c'est un concept universel. Et les symboles que j'utilise, par exemple, le ciel, le soleil, le feu, les archétypes féminins, la chasseuse, la prêtresse, la reine, ce sont les choses tout à fait universelles qui existent dans n'importe quelle culture, asiatique, africaine, américaine. Par exemple, l'Europe, c'est l'Antiquité, le grec, donc, mais toi, tu les as menés dans la danse et tu as créé ta propre danse. Oui, ethno-ballet, en gros, c'est une danse qui est basée sur 7 archétypes féminins. C'est vraiment la structure de mon concept. Après, au niveau de langage corporel, il y a une base de ballet parce qu'on travaille là en dehors, tu vois. Mais après, c'est beaucoup plus libre que la danse classique parce qu'il y a quand même de positions académiques qu'il faut respecter en danse classique et on ne peut pas changer, tu peux pas casser les codes comme ça tout d'un coup. Alors qu'avec nos ballets, voilà, on a, on peut dire, les codes un peu cassés, on est un peu plus libre, plus sauvage. Donc, c'est là si les femmes viennent à tes cours d'ethno-ballet, c'est là ils peuvent vraiment s'exprimer et d'exprimer cet archétype féminine, c'est ça? Et c'est quel type aussi? Quel archétype? Pourquoi il y a 7? Il y a 7 parce que 7, c'est un chiffre sacré dans beaucoup de cultures, je pense, pas que dans la mienne. Et pourquoi dans la mienne c'est sacré? C'est parce que, en fait, nous, on croit, les nomades, que le monde est divisé en 3 parties en verticale, ça veut dire sous terre, terre et ciel. Et après, en 4 parties en horizontale, c'est comme 4 coins du monde, le sud, ouest, est et north. Comment on dit?
Nord. Non, Ouais. pardon. Voilà. Donc voilà, 4 plus 3, ça fait 7. Et c'est comme ça, voilà, le monde, ça consiste de 7 parties. Et c'est un chiffre sacré. Et moi, voilà, quand j'ai fait ma évolution vraiment des archétypes, je me suis dit, ouais, je sens qu'il faut qu'il y ait 7 archétypes. Enfin, de toute façon, c'est venu naturellement. Je commençais par chasseuse, on dit chasseresse. Donc le premier archétype, vraiment sauvage, primitif. Et après, tu vas vers la déesse. La déesse, c'est la 7e, la dernière archétype. Ouais. C'est la plus puissante, peut-être. Oh. Enfin, oui, Oui. c'est la déesse, la mère déesse. En fait, donc il y a chasseuse, cavalière, amazone, chamane, prêtresse, la reine, bien sûr, et déesse. Ah, c'est très intéressant pour essayer, oui, je trouve. le système. Vous êtes très bienvenues, les filles. Donc, les filles, ils viennent dans mon cours, je pense, c'est pour à la fois apprendre quand même la technique de ballet, Ouais. parce qu'il y a des positions, il y a vraiment l'exercice que j'apprends. C'est assez technique, c'est physique, mais en même temps, c'est vrai que tu peux t'exprimer un peu de manière plus dynamique, plus sauvage qu'en danse classique, par exemple. Donc, voilà, il y a des choses genre plus cool que tu peux faire. Et aussi pour le bien-être féminin, parce qu'il y a des archétypes, c'est un espèce de presque coaching féminin. En fait, oui, ma question aussi, est-ce que la danse, ça permet de vraiment révéler ta féminité? Est-ce que c'est une femme qui danse ethno-ballet, c'est une femme forte et puissante, ou est-ce que c'est une femme très féminine, tendre? Et sinon, c'est quoi la féminité pour toi? C'est une très bonne question, c'est une question très complexe. Je pense qu'il faut faire une émission à part juste pour parler de ça. Mais en gros, l'ethno-ballet, c'est tout ça, tout ce que je te dis, tu as dit. C'est la force, la puissance, mais c'est aussi la douceur, la tendresse. Justement, moi, je ne veux pas diviser et dire la femme doit être telle ou telle. La femme, c'est tout ce que tu veux, tout ce que tu choisis. Et justement, mes archétypes, ils complètent l'image de cette femme, parce qu'en chasseuse, par exemple, tu es quelqu'un de courageuse, tu es dynamique, parce que pour aller chasser, c'est pas facile. Oui. Hein. Il faut être agressif pour chasser quand même. Aussi. En même temps, il faut comprendre le langage animal, il faut être proche de la nature, il faut être très sensible. Cavalière, c'est une femme qui voyage. Donc, il faut pouvoir se projeter loin. Il faut, pareil, être courageuse pour aller loin. Par exemple, nous, Olga, Katia, nous aussi, nous sommes cavalières. À la preuve, nous sommes en France, alors que, nous avons des pays d'origine différents, mais nous avons voyagé pour venir ici parce que nous avons choisi telle ou telle destination. Nous avons choisi de chasser nos rêves. Oui, faire notre chemin, de ne pas dire, bon, je suis née là, je reste là. Enfin, tu dis non, j'ai envie d'aller voyager, chercher loin. Ensuite, il y a Amazon. Donc là, tu dis, OK, j'ai des obstacles, des problèmes, j'ai pas peur d'attaquer et aussi de protéger. C'est pas toujours agressif, c'est aussi pouvoir de protéger, de se protéger ou protéger les autres. Chamane, c'est une femme... chamane, quoi. C'est une femme, moi j'appelle ça médecin de steppe, médecin en général, qui soigne physiquement ou spirituellement, qui fait les appels aux esprits. Donc c'est une femme parfois presque folle, parce qu'elle peut communiquer avec ailleurs. Puis il y a prêtresse, pour moi c'est une femme un peu mystique, mystérieuse. Elle peut prier, mais pour moi... vu que c'est la danse, c'est une ballet, elle prie à travers de son corps, elle reçoit des messages, elle répond, donc c'est très subtil, c'est très délicat. La reine, c'est la femme, évidemment, très puissante, power, comme on dit, powerful woman. C'est aussi la responsabilité, parce que pour moi, pouvoir, c'est pas juste de donner le désordre, mais c'est surtout prendre la responsabilité de choix, de pouvoir gérer sa vie, peut-être aussi aider aux autres, être altruiste, comme on dit, pas égoïste, mais altruiste, de donner quelque chose. Et la dernière déesse, elle partage, elle pardonne, elle aime. C'est vraiment la femme amour. Et c'est le sommet, pour moi, de la féminité. Et mon rêve, je pense que le rêve de beaucoup de femmes, c'est pouvoir d'être vraie déesse. Et c'est pas facile. C'est vrai. Donc, ethno-ballet, en fait, ça peut aider même une femme de découvrir pas que son corps, évidemment, mais aussi son âme, peut-être, et son esprit. Parce que parfois, ce que tu dis, on a parfois
peur d'être courageuse ou d'avoir cette force féminine. Et la danse ethno-ballet, ça peut vraiment aider de découvrir tes côtés chez toi. Et d'accepter peut-être Oui, aussi. d'accepter aussi. Parce que la société, peut-être des fois, elle n'accepte pas que la femme courageuse, forte ou agressive ou quoi que ce soit. Peut-être ça permet aussi d'accepter soi-même et de se permettre d'avoir les phases différentes. Vraiment à essayer, ethno-ballet. Aujourd'hui, on parle de la réussite. C'est vrai, tu as beaucoup réussi, tu fais la danse, tu fais ce que tu aimes, tu fais des spectacles. Mais derrière, il y a toujours beaucoup de travail et je pense que tout le monde peut avoir des moments quand on est encouragé ou on n'a pas d'inspiration ou de motivation. Comment tu réagis à ces moments-là? Comment tu t'encourages? Qu'est-ce que ça peut te donner la force de dépasser parfois les peurs et des épreuves? Est-ce que... Bah écoute, tu sais, depuis mon jeune âge, je me suis dit, j'ai pas de plan B. D'accord, c'est bien. C'est comme ça que je fais la danse, hein, parce que si j'ai trop réfléchi aux risques, aux difficultés, est-ce que j'arrive pas, c'est tous ces moments de doute, voilà, de rationaliser, de calculer, de je sais pas quoi, ça prend trop d'énergie. Moi, j'ai mon rêve, mon but, et tant que c'est écolo, on peut dire, écologique, ça fait pas mal aux autres. Moi, je me lance, je fonce et j'ai pas de plan B. Voilà, je fais ce que je veux. Donc, je peux. Vraiment fixer un objectif et aller tout droit. Être sûr de ce que tu veux et y aller. Oui, il faut vouloir, il faut désirer quelque chose. En fait, moi, depuis très petite, je rêve beaucoup. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui même rêvent pas. C'est bizarre, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils rêvent pas ou ils rêvent, je sais pas, des choses... Enfin, en fait, ils pensent qu'ils rêvent, mais c'est pas leur rêve. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la société ou la famille, elle impose beaucoup de choses. Parce que parfois, on ne sait pas même ce qu'on veut. C'est difficile à trouver. Exactement, oui. Et donc déjà, savoir ce que tu veux, vraiment avec ton cœur, pas même avec ta tête, ce que tu as calculé, mais tu désires, voilà. Et après, pouvoir petit à petit avancer. Parce que c'est banal, mais on vit une seule fois. Enfin, si on passe son temps pour essayer de plaire aux autres, pour essayer de garder toutes les règles qui sont imposées, voilà, on perd sa vie, on perd son temps. Donc, c'est vraiment cet effet de fonctionner, vivre par l'amour, par le désir, et pas par la nécessité ou obligation. C'est une grande différence et parfois les gens ne font pas cette différence. Parce que surtout les femmes, on a beaucoup de doigts, hein, n'est-ce pas? On doit se marier, on doit avoir les enfants à tel ou tel âge, mais en même temps, tu dois faire quand même les études, tu dois gagner l'argent, beaucoup d'argent, tu dois ça, tu dois ci, tu dois être belle, de 7 heures du matin jusqu'à voilà, tout le temps. Enfin, on a beaucoup de doigts. Aujourd'hui, tu dois correspondre à tel ou tel critère de beauté, avoir tel ou tel nez ou bouche. Enfin, c'est juste incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu veux en fait? Est-ce que déjà on pose cette question? Et même parfois, quand on a un petit ennui, on commence à chercher ce qu'on veut. Parfois, on n'ose pas. Même parfois, ça peut être depuis que tu es petit, tes parents peuvent t'interdire de faire ce que tu aimes. Comme tu disais tout à l'heure, tes parents n'étaient pas très pour que tu fasses la danse. Tu as quand même eu ce courage de faire ce que tu aimes. Donc... Est-ce que tes parents ont changé d'avis maintenant? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Alors, mon père est malheureusement décédé et ma mère, en fait, je ne veux pas culpabiliser mes parents ou mes proches. Je pense surtout ma mère qui a donc qui joue toujours un grand rôle dans ma vie. Il voulait me protéger parce que c'est vrai que la vie d'artiste, c'est très difficile. Surtout au Kazakhstan, c'est pas facile parce que tous ces clichés que les artistes sont au chômage, qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, comme les danseurs, enfin, les carrières est assez courte, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. Il voulait me protéger, il voulait me donner une vie plus sécurisée. Donc ici, j'ai zéro de culpabilisation. Mais après, maintenant, oui, évidemment, il a accepté et j'espère, il est heureuse pour moi et il est peut-être un peu même fier parfois. Donc maintenant tout va bien. Comment ça se passait à Paris quand tu es arrivée ici en France? Est-ce que c'était difficile au début? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ton chemin? Comment tu as
continuer d'être dans le milieu? C'était vraiment cinéma. Quand j'y pense maintenant, je me regarde moi, Dana, il y a 10 ans. D'ailleurs, c'est drôle. Là, le 19 septembre, dans quelques jours, j'aurai pile 10 ans depuis que je suis arrivée en France, à Paris, avec mes 2 valises, 0 mot en français, même pas bonjour. J'avais un petit anglais. Et voilà, 2 valises et tout. Et 800 euros dans mon poche, que ma mère a pris en crédit. Au Kazakhstan. Voilà. Et j'avais juste réservé une nuit dans hostel, enfin l'auberge pour les jeunes. Et voilà, c'est tout. Un logement à Paris. Et après, il fallait chercher le logement. C'était le plus difficile. Pendant une semaine, j'étais presque SDF parce que, en fait, je ne savais pas qu'à Paris, c'est difficile. Il y a un système français avec le garant, plein de documents. Chez nous, si tu as l'argent, c'est bon. Et j'étais choquée. En fait, j'étais un peu naïf. Je ne me suis même pas renseignée avant. Je savais rien. C'est bien. Oui. Peut-être il faut se lancer tout court. Je me souviens encore comme hier, j'étais à Charles de Gaulle avec mes 2 valises. Je ne comprends rien, où aller, quoi faire. Et j'avais un taxiste, je me souviens, un monsieur algérien. C'est vraiment comme un cinéma. J'avais en plus très mal à la tête, je ne sais pas. J'étais pas bien, je comprends rien. Et puis, elle me regarde dans le miroir, là, le truc, la glace. Taxi, ouais. Elle me regarde dans les yeux, il m'a dit en anglais. La traduction m'a dit, tu vas voir. Parce qu'il m'a demandé pourquoi je viens et pour combien de temps. À l'époque, je venais juste pour 2 ans. J'étais inscrite pour une formation en master. Elle m'a dit, tu vas voir, dans 2 ans, tu vas vouloir rester et vivre à Paris. Oui. Et je me suis dit, bon, elle est fou, elle est quoi? Moi, je reviens au Kazakhstan, c'est pas possible. Elle avait raison. Je suis restée. Voilà. Sinon, c'est quoi parce que tu fais beaucoup de spectacles, tu es aussi réalisatrice et productrice. Quelles sont tes inspirations pour tes personnages, tes images? Comment tu le fais? Est-ce que c'est dans ta tête, ça arrive toute seule ou... Oui, ça vient tout seul. Les images, voilà, c'est vraiment les images, tu dis bien, parce que je vois vraiment le scène de tel ou tel. Enfin, je veux dire, si c'est spectacle, je vois le mouvement ou le scène, je vois presque les éclairages, le décor, le costume. Ça vient tout ensemble. Si c'est un film, je vois l'ongle, comment bouger avec caméra, le mouvement. Donc, ça vient, voilà, les images comme ça. Après, il faut construire toutes ces images pour faire une œuvre complète. Et au niveau des thèmes, c'est toujours autour de la femme, autour de la nature. Tu sais, moi, je suis païenne. Païenne, ça veut dire je crois à la nature. Oui. Je pense que Dieu, c'est la nature. Enfin, le divin, c'est la nature. Je suis tingranienne. Je ne sais pas si vous savez Qu'est-ce que c'est. Alors, tingri, ça veut dire ciel. D'accord. Donc, tingranienne, c'est celle qui croit au ciel, en fait. Voilà, je crois au ciel, au soleil, encore une fois. Donc, et en fait, vraiment inconsciemment, sans vouloir, si je garde tous mes œuvres, même les petits films, les petits premiers courts-métrages que je commence à l'âge de 17 ans, ou les petites performances, c'était toujours autour de ça. C'était toujours mon premier petit spectacle, il s'appelle Louvre. Donc, c'était personnage chasseuse. Après, il y avait Amazon. Et puis, mes films, c'est toujours autour de la danse sacrée, danse rituelle. Mon premier film, non pas le premier, mais le film de diplôme que j'ai réalisé au Kazakhstan, je suis allée au Festival de Cannes en 2011. C'était, voilà, on a tourné dans le steppe. C'était le film sur la danse qui était fait à 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça m'inspire toujours le temps ancien, ces danses rituelles autour de feu. Pour moi, c'est trop excitant, en fait. Les tribus, enfin. Avec Arnaud, on s'est posé aussi la question, est-ce que la danse a un côté mystique? Et Arnaud nous a préparé la chronique « Si Dieu était une femme ». Arnaud, on t'écoute. Je dis bonjour déjà, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Et effectivement, comment dire... beaucoup de respect pour la carrière, etc. Parce que quand on regarde, j'ai regardé un petit peu ce que vous avez fait, waouh,
vraiment un grand respect en fait derrière. Voilà, donc j'ai fait effectivement quelque chose, parce que avant de rechercher un peu et savoir qui vous êtes, effectivement j'ai regardé un peu sur le côté mystique. Est-ce que vous êtes mystique un petit peu ou pas? Le fait de parler en fait comme ça, on va dire sacré féminin finalement, vous parlez là-dessus. Et donc le côté mystique en fait, est-ce que c'est important ou pas chez vous? Bien sûr, je suis très mystique. Oui. Je suis une femme. On le sent, je pense. Déjà. Comme toutes les femmes, peut-être d'ailleurs comme toutes les personnes. Et la danse, évidemment, ce côté chaman, encore une fois, quand il y a toujours cette lumière et ombre, ce côté qu'on ne connaît pas, inconnu, un mystère. Et on toujours balance entre les deux, entre deux mondes, on peut dire. Et alors du coup, ce qui est bien, c'est que vous m'avez inspiré en fait à une question sur le côté dimension sacrée. Et si Dieu était une femme? Ça, c'est la question pour vous. Alors, Dieu est-il misogyne? Dieu n'a pas de sexe, normalement. Et si Dieu était une femme? Ça, c'est une bonne question. Dana Moussa, on a envie d'être très, très petit face à vous. Vous avez le sens du spectacle, du rythme, et surtout, vous m'avez montré ce qu'est une artiste. Vous avez la classe, et encore une fois, je le répète, on a envie d'être très très petit face à vous. Dieu est-elle? Et qui est-elle? Peut-être à côté de nous. Ce que j'ai pu apprendre, je vais essayer de vous le ressortir. Dans un premier temps, tu danseras dans la douleur. La danse est avant tout un art. Une danse est un poème. Ça, c'est Denis Diderot. La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Claude Nougaro. Souffrir en silence, luxation, déchirure musculaire et crampes sont quotidiennes. Sans parler des ongles cassés, des pieds en sang, le travail acharné, les sacrifices endurés. La danse, un langage codifié, une vision du monde basée sur la hiérarchie, la discipline et l'ascétisme. Une anatomie politique du détail. Le talent et la technique ne suffisent pas. Il faut être déterminé à toujours s'améliorer. Et c'est pas fini. L'énorme et constante pression physique et mentale qui pèse sur les danseurs et les danseuses. Le sacrifice pour atteindre la perfection. Je danse, donc je suis. Comment oser faire de la danse pour célébrer la joie? Pour faire ce métier, il faut de l'inconscience. Il n'y a rien d'autre que ça et le travail. Ou alors, les danseurs sont les athlètes de Dieu. Albert Einstein. De la discipline, du stress, de l'exigence, de l'obéissance, l'arbitraire dans les décisions et surtout de la passion. La danse intrigue par son originalité, par son excentricité. Elle met en valeur la sensibilité, l'émotion, la fragilité. L'artiste reste quelqu'un qui veut transformer la réalité. Entrer en mouvement, c'est entrer en méditation. Maurice Béjart. Mouvement du dos, penché en avant, cambré, des pas en vrac, plié, relevé, dégagé, à terre, pas de cheval, rond de chambre, fouetté, entrechat, cabriole. Ah, je commence à y croire. Assurément, la femme est l'avenir de Dieu, un territoire à conquérir. Tu vois, Olga, quand je dis que quand j'ai l'impression d'être très très petit face à l'invité, je suis très petit aussi face à cette énergie féminine du matin. Bonjour chérie, l'émission où on parle de beauté intérieure, de compassion, de sensualité, de douceur et d'amour. Merci Dana Moussa pour cet esprit cosmique et merci pour votre dimension sacrée. Ça vient de l'Est ce matin et c'est très très agréable. La grâce et le bon goût. Et si Dieu était une femme, Dana Moussa? Déesse. Voilà la réponse. Déesse. C'est ça la réponse. Parce que d'abord, bravo pour ce beau texte. Merci. Et merci pour la question. Très bonne question.
je réfléchis beaucoup sur ces sujets. Alors, je veux juste dire d'abord que je ne suis pas un philosophe ou un historien, je ne prétends pas d'être. J'ai lu beaucoup de livres et donc j'ai mes propres réflexions qui sont peut-être très subjectives. Mais vous voyez, déjà, le mot Dieu, c'est quand même un mot masculin. Donc, quand on dit il n'y a pas de sexe... Mais Après, ça dépend. Dans la Bible, il y a Dieu et pluriel aussi. Oui, Ouais. mais déjà, mot déesse, par exemple, c'est féminin, alors que si vous parlez de femme, peut-être c'est plus approprié de parler déesse, enfin dire déesse. On a des déesses, on avait avant beaucoup de déesses, on a prié dans les, comment on dit, enfin, une espèce de grotte avant, il y a 1000 ans. Donc après, cette culture, elle est disparue, donc, et maintenant on a Dieu. On vit quand même dans le monde monothéiste, n'est-ce pas? Enfin, je parle pas je veux pas généraliser, mais vous comprenez Oui, dans le monde occidental, oui. Ou même autre, on a quand même toujours Dieu, prophète, souvent, ou un fils de Dieu, n'est-ce pas? On parle pas de fille de Dieu, non? C'est toujours Dieu, fils, prophète, c'est toujours masculin. J'ai rien de contre, mais je pense on perd l'équilibre. Parce que la vie, ça consiste de féminin et masculin, deux hommes et femmes. Voilà, de papa et maman, enfin, d'énergie masculine, féminine. Donc, pour moi, quand on supprime trop côté féminin, ça déséquilibre notre vie, de où beaucoup de problèmes spirituels et même jusqu'aux problèmes de quotidien, jusqu'à descendre de violence conjugale, qu'on ne respecte plus voilà, sa femme. La mère de ses enfants, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ces sujets tristes, mais je pense aujourd'hui, c'est vraiment important d'équilibrer féminin et masculin. Et vous voyez, dans ma croyance, par exemple, je vais vous parler de Tingri, c'est le père ciel, donc c'est encore une fois masculin, mais il y a Umay. Umay, c'est la déesse de terre, la déesse d'amour. Et Tingri et Umay, ils sont toujours ensemble. Voilà, comme on dit, entre terre et ciel, entre Tingri et Umay. Et d'ailleurs, je suis en train de créer un spectacle duo qui s'appelle Tingri et Umay. Bientôt. Je vous dis tu nous tiens au courant. Petit secret comme ça. Pour moi, voilà, la vie, ça consiste de duo, de ces deux énergies qui se rencontrent. Et là, il y a une magie qui naît. Donc, attention pour ne pas déséquilibrer. Même dans le mot, dans nos actions, nos paroles, nos pensées. Parce que nous, les femmes, on n'a pas envie de prendre le rôle des hommes. Ce n'est pas notre but. On ne veut pas devenir les hommes, hein, nous sommes les femmes. Mais juste, on veut qu'on laisse notre place un peu. Je pense que c'est tout. Et en fait, vous savez, c'est intéressant. Il y a plusieurs états, 3, on peut dire en général, dans la féminité. Ce que j'ai découvert, j'ai étudié et je crois à ça. Le premier état, c'est un peu la femme qui est, on peut dire, presque soumise. Voilà, la femme qui est soumise. Qui est très dépendante de ce voilà, qui est dépendante. Et donc, on a eu ce moment très long dans notre histoire. Par exemple, encore hier, on a dit en France, la femme elle a eu le droit de vote que les années 40 et jusque les années 70, il ne pouvait pas ouvrir le compte bancaire sans la permission de son homme. C'était il y a... Heureusement, c'est passé. Il y a 40 ans, il n'y a pas longtemps, c'était pas il y a 4 siècles, c'était là, quoi. Nos mères, nos grands-mères, peut-être ils ont vécu ça. Donc, voilà, c'était une période vraiment de soumission, on peut dire. Et après, les féministes sont arrivées et c'est tout à fait légitime quand tu veux être rebelle, quand tu dis non, c'est pas normal. Tu as un peu même... cette énergie très forte et presque agressive, masculine, quand tu veux regagner ta place, tout simplement ta place, ton rôle, tu ne prétends pas prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Voilà. Et par contre, c'est pas fini. Il y a troisième étape, pour moi, c'est là qu'on a la vraie féminité, quand enfin on a l'harmonie, la paix et l'amour, tout simplement. Quand la femme, elle réussit pas grâce à force, mais elle réussit grâce à l'amour. En douceur, oui, avec amour, oui. Ça veut dire, parce que là, l'enfant, il trouve sa place, donc elle n'a rien d'autre à prouver, à montrer, à gagner. Enfin, elle a réussi, elle a gagné, elle a sa place, elle est aimée, elle est respectée. Donc,
Voilà, Arnaud, je ne sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question, oui, je pense oui. que je suis allée un Oui, peu loin. et je voulais aussi enchaîner sur ces fameux sacrifices en fait pour les danseuses. Parce que quel est vos sacrifices en fait derrière comment dire, vous faites beaucoup mal ou pas? Parce que j'ai vu beaucoup vos Pas beaucoup. vidéos, c'est très impressionnant en fait. Hein. Merci. Bah, je ne vois pas ma vie comme sacrifice parce que je fais ce que j'aime. Après, évidemment, on paye physiquement. On paye physiquement, on a toujours mal quelque part. Je ne cache pas, même là, je suis assise avec vous, mais j'ai mal, je ne vous dis pas où. Donc, on a toujours mal quelque part. Il y a des petites blessures. Voilà, donc on paye physiquement. Et puis, moralement, la vie des artistes, ce n'est pas toujours facile, encore une fois. Surtout là, il y avait confinement. Donc, Au niveau de l'entraînement, c'est combien d'heures, par exemple, par semaine en général? c'est dépend. Moi, je travaille tous les jours. Enfin, jusque-là, je travaille 7 jours sur 7 parce que je travaille déjà, je m'entraîne moi-même, je fais des répétitions création moi-même, enfin, avec mes danseuses ou en solo. Et ensuite, je donne beaucoup de cours. Et quand je donne des cours, j'enseigne, je fais des exercices, je montre, j'explique. Donc, voilà, on use Tout le temps. Tu te le temps son dans la physique. danse, en train de danser. Oui, où je fais les tournages. Par exemple, là, ce dimanche, le 6, j'ai un tournage de clip. D'ailleurs, parlant de difficultés, souvent, je ne sais pas pourquoi, je suis dans la nature. Enfin, je sais pourquoi, parce que j'aime ça, mais je suis dans la nature et souvent, c'est avec les cailloux, avec les trucs qui piquent les pieds, avec le froid. On doit danser en juste corps en février, donc c'est pas facile. Mais bon, après, les résultats, Oui. ça coûte. Enfin, je veux dire, ça va le coup de. D'un côté, la danse, c'est vraiment la discipline rigoureuse, mais d'autre côté, c'est aussi le plaisir et l'amour. Exactement. Voilà. On aimerait aussi découvrir quels sont en fait les bienfaits de la danse. Je crois, Katia, tu nous as préparé la chronique à ce sujet et Dana, après, tu pourras nous approuver si c'est vrai ou pas. Bon, j'ai préparé un petit rappel sur les bienfaits de la danse. Déjà, qu'est-ce que c'est la danse? La danse, c'est un rituel, un message, un art ou juste un simple divertissement. Et donc, tout le monde peut danser, soit seul, soit en couple, soit en groupe. Des enfants aux seniors, il y a les danses pour tous les âges. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Déjà, il y a le côté psychologique, psychique, émotionnel. Après, il y a aussi la physique, effet pour la santé. Et ça mène aussi à la réussite. Et des fois, les gens trouvent quelqu'un pour se mettre en couple. Pourquoi pas? Oui. Et donc, C'est l'objectif de trouver l'amour. Oui, c'est pour ça, bonjour chérie. Mais des fois, on a déjà trouvé, on peut venir ensemble, déjà juste pour renforcer le couple, pourquoi pas. Il y a la danse historique, par exemple, qui permet aussi de vivre ton propre rêve. S'il y a des gens qui rêvent d'avoir vécu dans certains milieux ou dans certaines époques, et à travers de danse, ils peuvent le faire. Aussi, éducation, pour moi, une très bonne éducation. Et pour moi, c'est aussi, si je me permets de dire, c'est une façon de vivre laïcité. Laïcité, oui. Je pense que laïcité, c'est très important dans notre société, parce que parfois, laïcité, c'est en danger. Et pour moi, la danse, c'est aussi laïcité, même avec la danse rituelle, parce que vous êtes d'accord, ce sont les choses symboliques, métaphoriques. Enfin, on n'est pas vraiment en train de danser pour la pluie, ou on ne fait pas la danse de, je sais pas, voilà, de... Ah, pourquoi pas? Des fois, je danse pour mes rêves aussi. J'aime bien le non, mais soir. c'est parfait, oui. C'est parfait, mais ça reste personnel. J'ai une petite question, parce que vous parlez de laïcité. Alors, j'ai en entourage ici que des personnes en fait d'origine russe. Hein, on est d'accord? Je suis kazakh. Ou kazakh, enfin de culture russe. Non, kazakh, c'est rien à voir. C'est vraiment rien à voir. Alors, c'est l'Asie centrale, ouais. c'est Kazakhstan, c'est l'Asie centrale, et la Russie, c'est slave, enfin culture slave, et nous, c'est Asie centrale. Donc, c'est très différent. Et nous sommes. C'est parce que j'ai vu en fait au niveau de l'histoire l'influence en fait de l'Union soviétique. Ça, évidemment. Après, oui, on est très amis, la Russie et Kazakhstan, évidemment. On est comme les Mais frères. en France aussi, le pays slave a bien influencé avec le ballet du Diaghilev, etc. Tous les pays s'influencent entre eux. Si je disais pour parler de la laïcité, parce que la question est là-dessus, c'est vous avez dans la Constitution maintenant dans la Russie, le mot Dieu est on n'est plus maintenant laïque. en fait. Ouais. Oui. Et quoi? Et maintenant dans la Constitution, le mot Dieu est dans la Constitution. Je connais pas la Russie, j'avoue. En Russie, ah oui, d'accord. Et donc je voulais savoir si pour vous c'est normal, puisque ici nous on est laïque,
On a la laïcité. Et ici, là, apparemment, maintenant, on a le retour, en fait, maintenant du mot de Dieu, ici, dans la Constitution. C'est pour ça que je dis laïcité en danger, attention. C'est pour ça, voilà. Je pense que c'est un moyen de contrôle, tout simplement. Parce que pour moi, le pays est toujours laïque. Pour moi, c'était pas normal. Je pensais même pas qu'un jour, le pays peut devenir pas laïque, surtout mon pays. Je pensais qu'on est assez progressif, qu'on est assez libre, on peut donner à tout le monde le droit d'exercer leur propre religion. Je pense que s'ils mettent ce mot-là, en général, c'est à l'accord de la population. Je pense. Après, il faut bien étudier comment ça se passait la Constitution. Je ne demande pas la population. Ouais, je pense c'était juste une question en fait là-dessus. Voilà. Je pense que l'accord était demandé après avoir déjà passé la Constitution. Et si les gens refusaient ou ils étaient d'accord, ils n'étaient pas vraiment demandés. Bon, on ne va pas rentrer dans la politique, on va plutôt retourner vers la danse et parler encore de... Je veux juste dire un mot que la France, c'est un pays laïque, heureusement. Kazakhstan aussi, dans la Constitution, c'est écrit dans la première phrase que c'est un pays indépendant, laïque, etc. Mais par contre, dans la vie, parfois, je vois qu'on casse, on peut dire, les règles de laïcité. Et donc, c'est pour ça que je dis, attention, sur le papier, c'est écrit, mais... Il faut aussi qu'on garde ça dans la société. Parce que laïcité, c'est un instrument formidable de garder l'amitié, je pense, aussi entre différentes origines ou gens de différentes religions. Parce que chacun a le droit de croire à ce qu'ils veulent. Mais attention, ta liberté se termine où commence la liberté d'autres personnes. Et voilà, pour ne pas avoir les conflits, confrontations, la laïcité, c'est un meilleur moyen. Et aussi, pour moi, c'est le moyen de meilleure éducation, en fait. Voilà, l'art, l'éducation, pour moi, c'est les synonymes de mon progrès. Et ça enlève aussi les frontières, on peut réfléchir plus. On n'a pas les stéréotypes, pas la pression de la religion sur nous, on peut vraiment avoir le choix. On n'a pas besoin de se marier à un certain âge, avoir les enfants obligatoirement et rester avec le même homme si, par exemple, on n'aime plus. Mais dans la religion, c'est pas vraiment les féministes qui parlent. Dans les religions, je ne sais pas toutes les religions, mais je sais que dans la majorité, c'est par exemple interdit de danser. D'accord. Ou c'est assez limité. Il ne faut pas trop s'exprimer avec son corps, surtout pour la femme, encore une fois. C'est pour ça, moi, je suis plutôt proche de danse rituelle où justement, l'expression corporelle était bienvenue. Elle était soutenue parce que c'est un moyen de communication avec le Dieu, enfin avec le cosmos, avec tout ce que vous voulez, et même entre les gens, ou avec la nature. Voilà, le corps, c'est un moyen d'expression personnelle. Alors que après les régions arrivées, le corps de femme, par exemple, c'est devenu un peu l'objet sexuel, un peu l'objet de séduction. Donc attention, il ne faut pas trop s'exprimer, il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas lever tes jambes. Donc moi, ça m'est un peu dérange, parce que pour moi, si je lève ma jambe, ce n'est pas pour séduire les hommes. C'est pour s'exprimer. C'est parce que c'est ma jambe déjà, ça appartient à moi. Donc je fais ce que je veux. Et si je fais grand battement de manière jolie, gracieuse, voilà, c'est magnifique. Donc voilà, dansons et gardons la laïcité. J'ai préparé aussi un autre sujet que j'ai fait en recherche. Je me suis posé la question si tout le monde peut apprendre à danser, à apprendre n'importe quel métier ou sport ou autre chose. Et j'ai trouvé quelque chose assez intéressant. Donc, l'idée vient de 1922 et c'est une idée qui vient de Russie, d'Alexandre Gurevitch. Et ensuite, en 25, en même temps, c'était découvert en Vienne par Paul Weiss, ce qui déjà amène à une curiosité. Et donc, ça parle des champs morphogénétiques. On peut les appeler aussi morphogéniques ou morphiques, autrement. Et donc, qu'est-ce que c'est ? On va parler un petit peu scientifiquement parlant. Oui. Et donc, la définition compliquée, je vais après parler plus facilement. Les champs morphiques, comme les champs connus de la physique, sont des régions d'influence non matérielles s'étendant dans l'espace et se prolongeant dans le temps. Qu'un système particulier cesse d'exister, lorsqu'un atome est désintégré, qu'un flocon de neige fond ou qu'un animal meurt, son champ organisateur disparaît du lieu spécifique où existait le système.
Mais dans un autre sens, les champs morphiques ne disparaissent pas. Ce sont des schèmes d'influence organisateurs potentiels susceptibles de se manifester à nouveau, en d'autres temps, en d'autres lieux, partout ou à chaque fois que des conditions physiques sont appropriées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le champ morphogénique, il a deux fonctions. Donc, il a une fonction passive et une fonction active. Et donc, la première fonction passive, c'est juste un gigantesque réservoir de la mémoire de l'espèce. De chaque espèce. Ça peut être des colonies des termites, des pigeons, des orchidées, des molécules d'insuline. Donc, c'est même en chimie que ça se produise. Et heureusement, pour les humains également. Et il y a aussi sa fonction active ou téléologique. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un inducteur d'organisation fonctionnelle. Et ce qui fonctionne encore mieux, il s'enrichit avec le temps, avec l'apprentissage des membres de l'espace. On va prendre une expérience qui était menée sur les rats. Et donc, il avait monsieur Dougal qui était en Angleterre et il a passé une expérience pour les rats pour apprendre à choisir entre les deux sorties d'une cage. Une sortie était éclairée, mais assortie d'une forte décharge électrique, et l'autre sortie, elle était sobre, mais sans choc électrique. Et donc, la première génération des rats, elle a commis 165 erreurs. La deuxième, la 30e, elle commet déjà uniquement 20 erreurs. Et juste pour confirmer cette expérience, ils ont passé en même temps l'expérience en Australie, et c'était à 20 000 km. Et l'apprentissage de leurs confrères anglais leur a aidé. Et ils ont sorti beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est pareil, ça se passe pour un homme. On peut se poser toujours la question pourquoi il y a toujours les réussites olympiques, pourquoi il y a les records qui sont battus de plus en plus. On peut toujours penser que peut-être c'est uniquement à l'apprentissage qu'il y a les nouvelles méthodes qui apparaissent, le nouveau matériel, mais ce n'est pas que ça. C'est les gens qui se transmet mutuellement les connaissances. Et donc, est-ce que c'est dans nos gènes? Pas vraiment, peut-être les capacités pour faire un grand écart plus facilement ou moins facilement, oui. Mais ce mouvement de danse ou d'autres choses, on peut apprendre à travers de cet espace morphique, morphogénétique. Donc, tout le monde le peut. Et c'est l'ensemble des informations qui ne sont pas contenues dans les gènes. Et les mêmes champs qui peuvent peut-être aider à comprendre et commencer pour les gens à croire que ça existe. Il y a les mêmes champs qui ont à comprendre à travers des actions qui l'influencent, mais on ne les voit pas. C'est par exemple les champs de gravitation, les champs électriques ou magnétiques. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous libère. On peut faire tout. C'est pour ça qu'un araignée en Australie, il fait aussi il peut tisser aussi en France, et c'est le même instant qu'il y en a. Et c'est pas uniquement dans les gènes, c'est de quelque part dans la mémoire. Et donc, je pense que s'il y avait des gens qui pensaient que peut-être ils sont pas bons dans la danse, ou c'est trop tard, ou quoi que ce soit, ou c'est pas dans la famille, voilà, tout le monde le peut. Ça veut dire que plus on a des gens qui réussissent aussi, plus on a de réussite dans le monde. Et oui, le plus loin on a, le plus de possibilités, plus facilement on peut aller encore plus loin. Donc, grâce à une personne qui a réussi, cette mémoire est dans l'espace. Peut-être aussi... Mémoire collective, oui, mémoire génétique. C'est pour ça, encore une fois, la danse rituelle qui était faite par nos ancêtres il y a 1000 ans, mais je pense que ça continue et ça reste dans nos gènes, dans nos veines. Et moi, je suis première à dire... mais c'est pas dans les gènes. Ils n'ont pas trouvé ça dans les gènes. C'est ça qui est curieux. Nos instants... Mais dans le mémoire. Oui, voilà, c'est dans le mémoire. C'est quelque part dans un champ que ça existe. C'est peut-être pour ça, ils conseillent, si tu veux, je sais pas, être dans le business ou dans la danse, il faut s'entourer des gens similaires. C'est pas que pour l'apprentissage, c'est aussi peut-être pour rentrer dans cet espace. Quand je dis dans le gène, je pense pas qu'il y a un gène de danse. Enfin, ça n'existait pas déjà pour prouver. Mais par exemple, vous voyez, ma mère ou ma grand-mère, ce sont les femmes toujours été fines et souples. Donc, ça m'a aidé quand même. Donc, moi, je ne suis pour rien. J'ai juste pris le don qu'on m'a offert. Ça facilite. Oui, les gens, ça facilite des fois. Oui. Et de toute façon, moi, je suis première à dire que la danse, c'est jamais tard. Et la danse, c'est pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, tant qu'on a le corps, Mais même les gens handicapés, ils peuvent tout à fait faire de la danse. D'ailleurs, c'est pour ça, je ne sais pas, Olga, si tu es au courant, mon école qui s'appelle Chance to Dance, c'est école en ligne.
que je crée, je lançais cette année. Et ça fait donc déjà 3 ans que j'y pensais. Oui. Déjà, le titre Chance to Dance, C'est beau. merci. C'est comme mon clip. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est le message que j'ai lancé quand j'ai participé dans l'émission France a un incroyable talent. C'était en 2019, 2018, je ne sais plus. C'était le message de dire la danse, c'est vraiment un droit, comme un droit de respirer. Et c'est une chance que tout le monde doit avoir dès sa naissance. Et moi, je trouve que c'est profondément juste qu'on a toujours les pays où la danse est interdite pour telle ou telle raison, encore une fois, les raisons religieuses, culturelles, politiques, économiques, ou tout simplement la danse n'est pas développée parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de festival. C'est pour ça, ici en France, on est un peu dans un paradis. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Malgré toutes les difficultés, la France est un pays merveilleux pour la danse. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup de pays dans le monde. Il y a des pays où carrément la danse est interdite. Si tu danses, tu vas être arrêté, surtout si tu es une femme. Moi, je trouve, mais c'est absurde. C'est juste... j'ai larmes aux yeux quand je pense à ça. Par exemple, quand je vois les femmes afghanes qui sont complètement cachées derrière leur rideau, là, et je me suis dit, mais peut-être il y a des ballerines incroyables. Qui sait, peut-être ils ont justement cette mémoire. Il y a le don caché, oui. Le don caché, mais c'est profondément injuste et moi, je ne suis pas d'accord. Et moi, je pense toute ma vie, je vais me battre pour que les gens ils ont accès à la danse. Et d'ailleurs, mon école Chance to Dance, c'est en ligne justement parce que il y a n'importe qui, à l'autre bout du monde, vous pouvez prendre mon cours. Évidemment, les cours sont payants, mais ce n'est pas cher. C'est 2 fois moins cher que le cours en salle. Et j'ai aussi, je vais lancer bourse, on peut dire. Ça veut dire si vous êtes, je sais pas, vous êtes en Pakistan et vous voulez faire de la danse, vous avez au moins Internet déjà pour accéder à notre école en ligne et vous n'avez pas de moyens à payer, vous nous écrivez et on vous fait le bourse. Ça veut dire vous prenez le cours gratuitement. Et voilà, et comme ça, vous apprenez la danse. Peut-être ça devient votre métier, peut-être pas, c'est à vous de décider. Mais je pense que c'est vraiment une petite action qui ouvre la porte pour les grandes actions. Parce qu'encore une fois, avec la danse, les filles ou même les garçons, ils vont étudier, donc ouvrir les yeux. Parce que tu as beaucoup des adultes aussi qui dansent avec toi, c'est pas que des surtout enfants. Les adultes, oui. Ouais. Après, il y a des jeunes, les ados et tout. Mais voilà, la danse, pour moi, c'est moyen de développer tout simplement ce monde, de progresser et faire ce monde plus laïque, où justement, il n'y aura pas de problème d'interdiction de la danse. Donc, allez sur le site Chance to Dance. Oui, ça. Le site s'appelle getchancetodance.com. D'accord. Voilà. Et j'avais une question. Alors, quel est votre rapport en fait avec la nudité artistique? Est-ce que vous en faites ou pas du tout? Alors moi, je fais une nudité spirituelle. Déjà, chaque fois que je suis sur scène, c'est vrai que je fais avec tout mon cœur, tout mon âme, je me déchire pour raconter une histoire, montrer un personnage. Donc, je suis vraiment à fond. Après, une nudité physique, déjà... Parce que souvent, on voit quand quelqu'un est une danseuse, elle hésite pas, entre guillemets, à utiliser en fait son corps avec la nudité en fait derrière. Quand on est jolie, en général, on veut le montrer. Oui, alors il y a 2 mots-clés, Arnaud, que tu as dit, souvent. Alors justement, c'est même trop souvent maintenant. Oui. Et donc, il n'y a pas ce côté un peu mystérieux et sacré, peut-être qu'on garde pour nous déjà, pour notre intimité. Donc moi, voilà, je ne veux pas être comme beaucoup et souvent. Donc oui, je ne fais pas de nudité physique. Et deuxièmement, que tu as dit à la fin. C'était un mot intéressant. Montrer. Voilà. Moi, je pense, pour moi, le corps, c'est moyen de s'exprimer et pas montrer. Oui. Donc, je ne suis pas mannequin. Je ne suis pas là pour montrer mes lignes, regarder mon ventre, mes seins. Enfin, moi, je m'exprime à travers de mouvements, de gestes, d'énergie. Voilà. Donc, après, je n'ai rien de contre si vous faites de nudité, mais c'est pas déplacé. Je veux dire, c'est pas gratuit parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de nudité justement gratuite, surtout dans les pièces de danse contemporaine que je vois. Et
je me suis dit, enfin, je me pose question. Ça fait chercher vous aurez plus de vues. Je dis, mais pourquoi? C'est pas pour séduire, c'est pas le bon s'exprimer, comme dit Dana. Si c'est vraiment fait intelligemment, ça peut être très beau, esthétiquement, etc. Mais moi, pour l'instant, j'arrive à m'exprimer sans me déshabiller complètement. Après, par exemple, quand je chasseuse, enfin, quand je danse, je chasse. Je danse, par exemple, chasseuse, j'ai pas beaucoup de vêtements sur moi, c'est vrai. Déjà. Et j'ai encore la dernière question, mais qui est peut-être la plus importante. Est-ce que l'amour, en fait, pour la danse, parce que voit bien que tu aimes ton métier, mais est-ce que l'amour pour la danse, c'est l'amour pour quelqu'un, pour une personne? Est-ce que c'est deux choses différentes et comment tu définis ça? Alors, merci pour cette question. Très intéressant. J'avoue, on m'a jamais posé cette question. Jamais, ça mérite de réflexion. L'amour, s'il existe, l'amour maternel, paternel, l'amour pour tes enfants, pour tes parents, pour ta patrie, pour ton métier, c'est peut-être plus la passion même, le feu. Et puis pour quelqu'un, pour un homme ou femme, je pense, voilà, il y a différentes facettes d'amour et on ne peut pas comparer. Tant que c'est de vrai amour et c'est pas dépendance, codépendance, parce qu'il y a, encore une fois, souvent en couple, on va un peu dépendance. Et pour moi, c'est pas l'amour. Donc voilà, tant que c'est vrai amour, ça me va. Amour, c'est quand tu souhaites vraiment de bien à quelqu'un. Et dépendance, c'est quand tu souhaites bien avec toi. Vous voyez, voilà, vous voulez absolument garder cette personne, être avec cette personne, sinon vous pensez que vous allez vous mourir. Enfin, et l'amour, c'est vraiment... Donc, dans un couple, tu as envie de te sentir libre, en fait. Pour toi, c'est ça le couple. Qu'on peut être à deux, d'avoir équilibre, mais en même temps, de chacun rester libre et l'autre ne limite pas les envies ou l'expression de ton partenaire, ce qu'il veut faire dans la vie. Oui, moi j'appelle ça formule 11, vous savez? 11? 11, ouais. C'est quand 1 plus 1 égale 11. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Voilà, et 11, c'est plus que 2, hein. C'est presque 6 fois plus que 2. C'est parce que tu gardes ton identité, tu gardes ton 1, et lui aussi, elle aussi. Et quand vous êtes deux complets, parce que moi, je ne crois pas à moitié. Hein. Je pense que chaque personne est déjà un complet en soi. Donc, vous vous réunissez et là, c'est de vrai amour, de vrai kiff, on peut dire. Là, c'est 11, quoi. C'est cool. Parce que, voilà, c'est de vrai amour. Bon, je pense que sur ces beaux mots, on va terminer notre émission, même si c'était très passionnant et intéressant. Je vous souhaite à tous de trouver votre formule 11 pour que vous soyez vraiment heureux dans votre couple. C'était Dana Moussa avec nous aujourd'hui qui nous a fait découvrir surtout ethno-ballet, mais aussi la danse en général. On a appris des choses. C'était équipe Bonjour Chérie avec vous. C'est moi, Olga, Katia, Arnaud et notre réalisateur Tekos. Donc, rêvez vraiment très haut. Soyez courageux et Bonjour Chérie à votre côté pour vous encourager aussi avec nos invités inspirantes. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci. À bientôt au spectacle.